Je crois que nous pouvons commencer. Je suis heureux de vous saluer et de vous remercier pour votre présence et d'accueillir nos invités de France Volontaire pour la 15e séance de notre Académie en 2024 sur le thème les volontaires pour le développement avec le groupement d'intérêt public France Volontaire. Nous allons d'abord entendre, selon la règle, le procès-verbal de la séance précédente. Ensuite, je vous dirai quelques mots, très brièvement, sur l'organisation de la séance. Puis nous entendrons nos intervenants. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous livre le compte-rendu de la séance du 8 novembre 2024, pour laquelle vous voudrez bien m'excuser d'avoir été absent, étant à l'étranger. Séance ouverte sous la présidence de Louis Dominici et portant sur un hommage à Pierre Saliou, notre ancien président, maladie tropicale négligée et vaccination, thème de la séance. Ouverture de la séance. Louis Dominici, président de l'Académie des sciences d'outre-mer. Procès verbal, lu en mon absence par Jeanne-Marie Amatrose, suppléante du secrétaire perpétuel. Hommage à l'académicien Pierre Saliou par M. Yves Buisson. Hommage amical à Pierre Saliou par M. Bernard Sêtre. Présentation de la séance par M. Pierre Marty, membre de la 5e section de l'Académie des sciences d'outre-mer. Communication portant l'une sur maladie tropicale négligée, bilan de 20 ans de lutte, par M. Jean Janin, médecin général de santé publique, président honoraire de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Et actualité sur les vaccinations, par M. Yves Buisson, médecin, biologiste des hôpitaux, professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l'Académie nationale de médecine et bien connu de nous par ses interventions mesurées tout au long de la crise de la Covid. Questions et débats. La séance a été levée à 17h05. Merci de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consorts, chers confrères, cher monsieur le délégué général de France Volontaire, chers et chers invités, j'ai le plaisir aujourd'hui non seulement d'introduire la séance en tant que président, mais aussi de vous la présenter pour avoir coordonné son organisation. Si nous tenons aujourd'hui cette séance avec nos amis de France Volontaire, c'est parce que nous sommes proches à bien des égards et que nous avons beaucoup à partager. C'est aussi parce qu'à l'Académie des sciences d'outre-mer, sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a un intérêt naturel pour la jeunesse, particulièrement lorsque, comme notre compagnie, elle s'intéresse elle-même au monde. Plusieurs membres de notre Académie connaissent bien France Volontaire. Je cite en premier nos deux confrères, anciens ministres de la Coopération, ici présents, Michel Roussin et Jacques Godefroy. Ce dernier, par la suite, a pendant près de 20 ans, vous le savez, présidé le comité directeur de France Volontaire, où je siégeais à ses côtés.
France volontaire est riche d'une longue et belle histoire. Son action, d'abord concentrée sur les pays francophones, après les indépendances, s'est ensuite élargie et diversifiée dans les autres parties du monde. C'est un mouvement naturel de l'histoire que nous connaissons bien et auquel nous pouvons participer chacun à notre manière, au service de la fraternité humaine et de la paix universelle. Avec le concours des grandes associations nationales à dimension internationale, France Volontaire favorise tous les volontariats pour le développement et pour le dialogue entre les peuples. Des seniors y participent de manière exemplaire, mais la place des jeunes volontaires est considérable par le nombre et la diversité. Nous allons entendre pour commencer notre confrère, l'ancien ministre Jacques Coffrin, qui nous fera part de son expérience et de ses réflexions. Nous entendrons ensuite le délégué général de France Volontaire, Yann Delaunay, puis un jeune Sénégalais en mission en France, pour France Volontaire, puis un jeune Français, ici présent également, revenant du Sénégal, puis la directrice générale de l'association Planète Urgence, fortement engagée dans le développement et l'écologie. Viendra ensuite le moment des échanges avec la salle. Monsieur le délégué général, si vous le voulez bien, vous avez la parole. Vous pouvez la prendre. Non, pardonnez-moi. Le ministre va intervenir d'abord. Cher président, monsieur l'ambassadeur Dominici, cher ami, cette décision d'organiser cet après-midi entre nous sur le volontariat des jeunes Français pour le développement en Afrique, et pas qu'en Afrique d'ailleurs, est une excellente décision. Pourquoi? Parce que simplement, dans le monde actuel, bouleversé, tendu, parfois fruit d'hostilité dont on ignore d'ailleurs les origines, l'idée que des jeunes puissent s'engager pour d'autres, bénévolement ou quasi bénévolement, et je trouve une excellente idée que vous avez eue, et je vous en remercie beaucoup. D'autant plus que, comme vous venez de le rappeler, j'ai passé plus de 20 ans, oui, dans cet état d'esprit de soutien aux autres et vers les autres, puisque à 17 ans, certains savent de quoi je vais parler, pas beaucoup d'ailleurs, parce que cette affaire est un peu tombée dans l'oubli. J'ai été boursier Zelidja. Si je demandais à la salle qui a connu ou qui connaît encore les bourses Zelidja, j'aurais un peu de mal. Levez la main, comme on disait à l'école. Ah oui, si, c'est bien. Non, en fait, il s'agissait, quand on était très jeune, adolescent et lycéen, d'avoir un projet de développement ou d'activité dans un pays, évidemment, du Sud, à une condition, c'est que nous partions exclusivement avec une somme tout à fait modique et qu'après on se débrouille. On se débrouille pour trouver du travail sur place et pouvoir revenir en France chez soi quelques mois plus tard avec une expérience et si possible un peu plus d'argent que l'on avait en partant. C'est vous dire. Il se trouve que pour ma part, en 1960-61, j'ai pu faire les moissons en Algérie, dans la région de Tlemcen, et j'ai très bien connu ce milieu rural que je connaissais dans mon Aveyron natal. Voilà. Bon, donc, le temps a passé, arrivé au ministère de la coopération, rue Monsieur, n'est-ce pas? C'est rue Monsieur, oui. Hein, Michel? Eh oui. Je regarde les notes, les dossiers que tu avais instruits très positivement, et je m'aperçois que les jeunes volontaires français de l'Association française des volontaires du progrès, l'AFVP, faisaient du bon travail.
Et les échos que j'avais des personnalités africaines elles-mêmes me montraient qu'ils étaient très appréciés et que les liens qu'ils avaient noués avec les populations locales perduraient. Et je reconnaissais bien là toute la philosophie de la fidélité africaine. Dans ces conditions, j'ai eu un œil sur ces volontaires, en les encourageant et en sachant au retour, soit pour le plus possible en tout cas les recevoir et qu'ils me racontent ce qu'ils avaient vécu. Et tous me disaient, nous ne sommes plus les mêmes, nous n'avons plus la même vision des choses sur le monde, sur l'autre. Et l'autre, c'était quoi? C'était les populations du Sud. Et nous avons pour eux et elles beaucoup d'affection. Et dès cette époque-là, j'ai pensé que c'était une des bonnes formules pour entretenir avec le Sud, je dirais, des rapports qui sont en dehors des rapports écrits d'avance, administrés, etc., etc. Ces rapports humains. Et le temps passant, il se trouve qu'il y a eu des événements politiques en France. Les postes ministériels ne sont pas à vie. Et j'ai voulu continuer en me proposant, s'il le voulait bien, pour m'occuper de France Volontaire, ce qui a été accepté à l'époque des Volontaires du Progrès, nous n'en sommes pas encore à France Volontaire, Volontaires du Progrès pour être là et être utile. Ce qu'ils ont accepté avec joie, je crois, sauf peut-être. Bon. Et vivant d'illusions quelquefois, n'est-ce pas? Non, avec joie. Franchement, ils ont même été étonnés que la façon dont les choses se sont passées. Et effectivement, beaucoup de ces chantiers, mais c'était pas les chantiers au sens je vais faire des puits au Mali, hein. C'était pas ça, parce que la grande mode, c'était d'aller conduire des camions d'ONG ou de creuser des puits. C'était beaucoup plus que ça. C'était aussi, je dirais, une rencontre sociétale entre deux mondes, entre des personnes, entre des hommes qui frottaient leurs expériences les unes aux autres et qui voulaient savoir comment l'autre vivait, et pourquoi il vivait comme ça, et pourquoi tu ne restes pas avec nous. Voilà. Il y a eu beaucoup de ça dans ce lien qui a été créé au moment des indépendances. Au moment des indépendances, c'est le général lui-même qui a initié, qui a demandé à son ministre de la Coopération de l'époque, notre lointain prédécesseur, c'était Raymond Triboulet, maire de Bayeux, et dans l'esprit du général, c'était quand même beaucoup d'être maire de Bayeux, puisque c'est là qu'étaient nées les institutions de la Ve République, dans le discours du général. Il demande à Raymond Triboulet, ministre de la Coopération de l'époque, de bien vouloir réfléchir à quelque chose qui rapprocherait les deux jeunesses. C'était prémonitoire. Et le projet donc de Volontaires du Progrès est né ainsi. Né ainsi d'autant plus que on savait très bien que ces populations du Sud, ben voilà, elles étaient aussi imprégnées des études. Les jeunes étaient boursiers, avaient fait des études de droit, d'économie et autres formes d'apprentissage en France ou ailleurs ou sur place. Et nous avions affaire à une population de jeunes qui ne demandaient qu'à exercer des responsabilités, ce qui était très bien. Mais il y avait aussi, comme on le dit aujourd'hui, quelques cases à cocher, c'est un mot à la mode, pour faire un lien direct avec les populations. Et pas que dans les bureaux des ministères, dans les capitales. Et nous avons eu, enfin j'étais pas encore, enfin je voyais ça même de ma fenêtre, et je ne pensais pas qu'un jour je deviendrais président des Volontaires du Progrès, et nous avons vu surgir, à notre surprise d'ailleurs, beaucoup de jeunes, des milieux ruraux dans un premier temps, la proportion de Bretons est importante, issus des chambres d'agriculture, issus des jeunes agriculteurs, et dès les années 60, aussitôt aux indépendances, il y a eu des candidatures pour être volontaires du Progrès. Il en est d'ailleurs des anciens, ils sont toujours là, je suppose, au bureau de France Volontaire aujourd'hui, qui, quand on va les voir chez eux en Ille-et-Vilaine, eh bien, ils ont leur troupeau de vaches et ils sont paysans, mais ils ont été aussi paysans en Afrique. Ça, c'est très important. Et puis le temps a passé, tout ça s'est approfondi,
les jeunes sont revenus, l'Afrique a évolué, et bien évolué, bien souvent, au point que, bon, dépendant du Quai d'Orsay, il est évident qu'au Quai d'Orsay, on se demandait, je vous dis tout à fait le fond de ma pensée, si le volontariat n'était pas un corps un peu ignoré, un peu inconnu, une espèce de satellite mondial de l'espace, mais alors, qui sont ces jeunes. Et l'État, à juste titre d'ailleurs, a considéré qu'il fallait faire évoluer le régime associatif. Nous étions une association en 1901, tout simplement, recevant des subventions, c'est vrai, publiques, si on ne devait pas faire évoluer ce statut pour que l'État, je dirais, soit un peu plus paritaire avec les associations de jeunesse. Parce que autour de la table, nous avions, à parité, dans les nouveaux statuts de France volontaire, qui s'appelle maintenant France volontaire, nous avions d'un côté toutes les associations de jeunesse, quelles qu'elles soient, de toutes les tendances, je dirais, philosophiques, idéologiques, tout ce que vous voulez, actives, toutes depuis les Francs et Franches Camarades jusqu'aux scouts, en passant par tout ce que les jeunes peuvent inventer dans le tissu associatif pour être utile aux autres. Et puis de l'autre côté, il y avait les représentants de l'État. Voilà. Le président étant plus que suggéré, mais désigné par l'État. Et j'ai présidé avec bonheur cette nouvelle formule qui avait un aspect plus public, si vous voulez, qu'une association. Et je dis avec bonheur parce que quand je regarde à l'âge que j'ai, quand je me retourne sur ma vie, et monsieur l'ambassadeur le sait, parce que nous avons depuis longtemps des liens non seulement d'amitié mais de confiance, il sait très bien que cette période de ma vie a été certainement des meilleures de ma vie. Parce que le contact avec les jeunes, c'est toujours très enrichissant, parce que le contact avec des pays qui n'ont pas je dirais, est-ce la chance, j'en sais rien, en tout cas notre standard, pour employer un mot américain, que le nôtre, mais c'est un bonheur aussi, parce que leurs leçons, nous les prenons. Nous avons des leçons à prendre. Et je terminerai là-dessus, peut-être que Yann Delaunay tout à l'heure complétera, et sans doute il complétera. Eh bien, nous avons, à un moment donné, pensé qu'il était bon que l'Afrique nous imprègne un peu de ses philosophies. Parce que l'évolution de notre société du Nord fait que cette évolution nous surprend un peu. Nous ne sommes plus entièrement dans le respect de l'autre. On le voit bien. Nous ne considérons plus l'aîné comme incarnant la sagesse. Mais non, on n'en est plus là. Alors qu'il me semblait avoir vécu avec les hommes et les femmes du Sud que ces deux caractéristiques, bien qu'ils me disent que c'est un peu diminué chez eux aussi, mais enfin, étaient à l'ordre du jour, c'est-à-dire le respect de l'autre et surtout le fait que l'expérience des aînés pouvait servir. Voilà. Et nous avons donc créé cette idée de réciprocité, et je suis heureux que Yann Delaunay ait amené un jeune de Saint-Louis, au Sénégal, qui va nous raconter quelle est sa mission en France, hein, c'est bien vous qui allez le faire. Ça sera très intéressant de voir votre regard sur nous. On a besoin de votre regard, on a besoin de vous, je le maintiens. Ce qui a surpris d'ailleurs un des présidents de la République africain auquel je proposais ce projet, c'était celui du Mali d'ailleurs, c'était monsieur, c'était le président du Mali, son nom va revenir s'il savait que j'ai oublié son nom. Et quand je lui ai dit, écoutez, monsieur le président de la République, on a vraiment, ça serait bien utile que vous nous envoyiez vos jeunes, à vous de les choisir, de voir quels sont les très bons. Et il m'a dit, mais très surpris, mais il l'a dit avec sincérité, il m'a dit, mais c'est la première fois qu'on me dit que le Nord a besoin du Sud. Et je lui ai dit, je confirme. Alors je confirme devant vous qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous n'êtes pas ici, c'est pas le plat Méditerranée, c'est vrai. Voilà. On va vous écouter, mais pas qu'aujourd'hui, là, avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Je terminerai tout à fait mon propos en vous racontant une petite anecdote. Je crois que Yann venait d'arriver il y a
peu de temps avant, et on me dit, tiens, il y a dans une grande... à la Villette, vous étiez là à la Villette, je crois. Pas encore, vous alliez arriver. Il y a eu une grande réunion sur l'Afrique, etc. Et on me dit, ah, il y a un jeune qui arrive là du Burkina Faso, il est en réciprocité. Et il est arrivé il y a 3 jours. Ah, je vais vers lui, bien sûr. Il était même pas de Ouaga, hein, il était vraiment du fin fond de nulle part. Et je lui dis alors, ça, vous êtes arrivé là? Il me dit, ah, oui, oui, oui. Et quelle impression ça vous fait? Et ce jeune, qui n'était jamais venu en France, qui n'avait jamais quitté son village, dans un français impeccable, je tiens à le dire, me dit, c'est grand. Ah, je lui dis, oui, c'est grand. Mais il y a quand même autre chose qui m'ennuie un petit peu de vous le dire. Mais vous voyez, l'autre jour, enfin avant-hier, quand j'ai pris le métro pour la première fois de ma vie, c'est la première fois qu'il voyait Paris, j'ai constaté que un jeune ne se levait pas pour laisser la place à un vieux. Ça m'a percuté. Et lui venait m'apporter cet aspect de leur civilisation, le respect de ceux qui ont l'expérience. Et au fond, c'est un peu ce que vous faites ici. Vous avez tous, à un titre ou à un autre, l'expérience, la connaissance. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit mieux connue et diffusée. Et le travail de votre académie est particulièrement utile dans ce sens, et je vous remercie de le faire. Merci. Merci, chers confrères. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce témoignage si vivant et si chaleureux. Je crois que maintenant, je peux effectivement appeler Yann Delaunay à la tribune. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les académiciens. Merci infiniment de donner l'opportunité à France Volontaire de s'exprimer devant vous, de donner la parole à des volontaires. Je pense qu'ils sont beaucoup plus intéressants que le discours que je pourrais tenir avant eux, et de permettre à un des membres de France Volontaire, l'association Planète Urgence, de vous présenter aussi des actions qui sont menées sur les terrains de l'environnement et de la préservation des forêts, un sujet extrêmement important évidemment. Je crois qu'il y a un dispositif de PowerPoint, alors on m'a dit, ah oui, un diapositive, hein. C'est vrai que le lendemain de la francophonie devant Jacques Godefrin, il faut que je fasse attention aux anglicismes. Donc France Volontaire, Jacques Godefrin le disait, a été créé comme association depuis 2009 sous ce nom-là, et auparavant l'Association française des volontaires du progrès. C'est un groupement d'intérêt public. Cette structure nous permet de réunir au sein de France Volontaire 3 grandes familles d'acteurs. D'abord l'État, ça a été souligné, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui finance l'essentiel des activités de France Volontaire, et on se présente comme un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au même titre que l'AFD, l'Institut français ou l'AEFE, que vous connaissez sans doute davantage que France Volontaire. Il y a d'autres ministères qui sont membres de France Volontaire, à commencer par le ministère en charge de la jeunesse, mais aussi, et c'est lié à l'histoire, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Outre-mer, on a une forte implantation dans les Outre-mer, le ministère du Budget, puisqu'on reçoit des financements publics, et aussi l'Agence française de développement et l'Agence du service civique. Ça forme le collège de l'État et des institutions publiques membres du groupement d'intérêt public France Volontaire. Il y a un deuxième collège qui est celui des collectivités, parce qu'il est très important pour France Volontaire de mettre en place des actions en lien avec les coopérations décentralisées, l'action internationale des collectivités territoriales, comme vous le savez, et on en dira quelques mots, qui ont des actions avec des communes, des départements, des régions, des territoires à l'international, fondés aussi sur des partenariats très forts. Et c'est ainsi que Régions de France, Départements de France, mais aussi un certain nombre de régions, de départements, de communes, sont membres de France Volontaire, ainsi que, alors une structure un peu plus technique, qui est les réseaux régionaux multi-acteurs, qui sont sur tout le territoire français en lien avec les associations de solidarité, donc, et membres de France Volontaire, la conférence qui réunit tous ces réseaux, mais aussi l'Union nationale des missions locales, pour pouvoir agir sur tous les territoires hexagonaux comme dans les Outre-mer, en destination des publics plus éloignés des opportunités qui sont suivies par les missions locales.
Le troisième collège de France Volontaire, c'est le collège du monde associatif. Historiquement, le volontariat fait partie des outils qui sont utilisés par les associations, les ONG. Donc il y a une quarantaine d'associations qui sont membres de France Volontaire, Jacques Godefrin le disait, dans une très grande variété, une très grande diversité d'approches. Vous avez des acteurs des mouvements d'éducation populaire, spécialisés également dans la coopération via le volontariat, quel que soit l'âge, quelles que soient les compétences tout au long de la vie. Et donc, je pense que certaines des associations ne vous sont pas étrangères, d'autres sont peut-être un peu plus spécialisées dans le volontariat et que vous ne connaîtrez sans doute pas au premier abord, mais ces 40 associations nous permettent de couvrir une très large variété de moyens de mobiliser le volontariat dans les actions de solidarité internationale. France Volontaire a 2 missions principales. La première, c'est de réunir ces 3 familles qui mobilisent le volontariat. L'État n'utilise pas le volontariat comme les collectivités, qui n'utilisent pas comme la société civile, et au sein de chaque famille, vous avez une manière de voir le volontariat, un objet, un enjeu, des dispositifs ou des âges spécifiques. La mission de France Volontaire est d'assurer le développement du volontariat international dans toutes ces familles-là, mais dans un cadre de qualité qui respecte à la fois le domaine partenarial, c'est-à-dire le volontariat est toujours co-construit avec un partenaire du Sud, d'égal à égal, qui promeuvent la réciprocité et qui permettent que les actions qui sont conduites pour les volontaires soient à la fois utiles pour le volontaire lui-même, tout autant que pour le partenaire qui l'accueille. Ce ne sont pas des vacances, ce n'est pas un séjour d'agrément, il y a une mission d'intérêt général qui doit être conduite, et on doit veiller collectivement à maintenir cette ambition sur un cadre de qualité dans les missions des volontaires. Il s'agit pour nous aussi d'accompagner les États étrangers qui développent le volontariat national selon leur propre schéma, mais compte tenu de l'expérience et l'expertise de France Volontaire, de voir comment mettre en place une politique nationale d'engagement avec un certain nombre de pays d'Afrique, j'y reviendrai, mais aussi en Amérique latine, en Asie. L'ambition pour France Volontaire, c'est aussi de mieux faire connaître le volontariat. Je pense que si vous connaissiez les bourses Elijah et l'Association française des volontaires du progrès, peut-être que vous aviez déjà entendu parler de nos initiatives. Il nous faut reconnaître que pour le moment, le volontariat n'est pas un dispositif très connu, très reconnu. On considère que c'est dommage, parce que les volontaires vous le montreront, ce qu'ils en retirent est important. Les partenaires vous le direz, ils ont vraiment un intérêt à mobiliser le volontariat. Donc notre conviction, c'est qu'il nous faut accompagner davantage la reconnaissance. Alors ça passe par l'environnement numérique, c'est là qu'il faut que je fasse attention aux anglicismes, donc avec les réseaux sociaux, mais aussi le site internet. Et en suivi de cette réunion, monsieur le secrétaire perpétuel le proposait, on vous adressera toute une série de liens qui vous permettront de voir des témoignages, des illustrations différentes, en plus de celles qu'on aura eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ces missions s'appuient sur un réseau en France. Donc nous sommes implantés à Ivry-sur-Seine, mais nous avons aussi des représentations en France hexagonale, à La Réunion, qui est compétente pour La Réunion, pour Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, qui a une grande action sur l'espace océanien, et nous venons d'ouvrir une antenne à la Guadeloupe, compétente pour l'arc caribéen. On s'appuie également sur des représentations à l'international, donc très essentiellement, enfin en tout cas pour la grande majorité, en Afrique francophone, mais également, vous le voyez, en Amérique latine, en Équateur, au Pérou, en Asie, de l'Inde jusqu'aux Philippines, et donc on a une action aussi dans le Pacifique avec des antennes au Vanuatu et à Fidji. Le volontariat se déploie sur toute la durée de la vie, dans des cadres qui sont prévus par la loi, les règlements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous rassure, mais les dispositifs qui vous sont présentés sur cette diapositive nous montrent que sur des durées très courtes quand on est jeune, sur des durées un peu plus longues quand on est à la retraite ou quand on est en activité, et Planète Urgence en dira un mot, notamment sur le congé solidaire, le congé de solidarité qui permet aux professionnels de s'engager, il y a des dispositifs différents tout au long de la vie, et 2 dispositifs qui seront peut-être un peu plus présentés par nos jeunes intervenants, le service civique, qui a une dimension à l'international. Je pense que vous connaissez le service civique en France, mais il nous permet aussi de projeter des actions à l'international, et le volontariat de solidarité internationale, qui est le descendant des volontaires du progrès, qui est à la solidarité internationale, ce qu'est le VIE à l'entrepreneuriat ou le VIA à l'action internationale de l'administration. Vous avez ici une diapositive qui vous présente quelques données chiffrées. Je ne vais pas non plus
perdre trop de temps à vous déchiffrer l'ensemble des données statistiques, puisque ça vous montre néanmoins que sur le volontariat de solidarité internationale, le continent principal de déploiement reste l'Afrique subsaharienne. Quasiment plus de 50% des volontaires de solidarité internationale effectuent une mission en Afrique, et que, en ce qui concerne le service civique, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne occupent les 2 premières places de déploiement. Ce qui est intéressant de constater, mais je ne me suis pas rentré dans les détails non plus, c'est que depuis la crise de la pandémie du Covid-19, les mouvements de volontaires se sont développés. On revient progressivement au niveau qui présidait avant le grand arrêt lié à la crise du coronavirus. En France, le volontariat de solidarité internationale et plus largement le volontariat international d'échange et de solidarité qui réunit toutes les familles de volontariat solidaire est très soutenu et très encadré par la loi, notamment la loi du service civique. Et je voudrais souligner l'investissement du président Jacques Godefroy lorsque le service civique a été mis en place pour que dès le début, la dimension internationale soit intégrée dans le cadre de la loi du 10 mars 2010. France Volontaire est cofondateur de l'Agence du service civique dès l'origine. La loi du 4 août 2021, qui fixe le nouveau cadre programmatique pour l'action solidaire de la France, a reconnu le volontariat comme un des instruments de la politique solidaire de la France. C'est un changement par rapport à ce qui précédait, où le volontariat était défini dans des annexes. Là, la notion et l'apport du volontariat figurent dans la loi comme un des instruments, au même titre que d'autres outils, reconnaît aussi France Volontaire comme l'opérateur de cette action internationale solidaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, est aussi très sensible à ces dynamiques de volontariat. J'ai pu le mesurer à plusieurs reprises en le rencontrant, et ça s'est matérialisé lors du dernier Conseil présidentiel du développement. Vous savez, par mandat, par quinquennat, il y a un Conseil présidentiel de développement. Le président a souhaité fixer 3 orientations principales. La troisième, c'est le développement du volontariat, la mise en place des jeunesses dans la relation avec l'Afrique. Une citation, il y en aurait d'autres sur ce que porte le président, et qui est pour nous une reconnaissance forte, notamment dans le dialogue avec les pays tiers avec lesquels on entretient des actions. J'étais hier à l'hôtel du ministre au Quai d'Orsay. Le président du Ghana a rencontré des volontaires ghanéens qui étaient en mission en France, des volontaires français qui avaient effectué une mission au Ghana, ce qui illustre le poids, l'importance, l'intérêt qui est accordé au volontariat dans la construction des relations bilatérales. Pour favoriser, développer la reconnaissance du volontariat, France Volontaire porte des programmes en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'idée, c'est de dépasser une approche traditionnelle du volontariat, qui est la rencontre entre une association du Nord, une association du Sud, un volontaire, un trio extrêmement fort, dont la qualité de la relation permet des missions de qualité, mais qui parfois rend difficile la visibilité. L'objectif de la création des programmes de France Volontaire, c'est de réunir sur une thématique, sur plusieurs pays, sur plusieurs géographies, en mettant plusieurs dispositifs, en mobilisant aussi bien des Français qui vont dans les pays que la réciprocité des jeunes de ces pays qui viennent en France, autour de thématiques. J'ai mis 3 illustrations sur ce diapositive. Lors du sommet de la francophonie, Achille et Demba, qui sont là aujourd'hui, ont eu le plaisir de rencontrer le président de la République, un certain nombre d'autorités, parce qu'on a initié un programme autour de la préservation, de la consolidation et du développement dans la francophonie. Et les volontaires, en allant plus proche des populations locales, en travaillant avec les associations d'enseignants, en allant rencontrer aussi par le sport, par le jeu, la pratique du français, contribuent de manière assez forte à la préservation et au développement de la francophonie. Un programme nouveau a été annoncé lors du sommet de la francophonie, avec une ambition plus forte de développement de la place des volontaires dans ce cadre. Lors des Jeux olympiques et paralympiques, qui se sont, je pense, très bien déroulés et sujet de fierté pour la France, nous avons souhaité proposer que des volontaires du monde entier, de tous les continents, viennent en France dans le cadre de ces dispositifs de mobilité croisée. Plus de 80 jeunes sont venus dans tout le territoire hexagonal et ont participé aussi en tant que bénévoles à certaines instances, certaines actions des Jeux olympiques.
Ils ont été reçus par Stéphane Séjourné à l'hôtel du ministre, mais ils ont surtout eu l'occasion de rencontrer des athlètes et de mener des missions en lien avec le sport, le développement, la santé, qui est un facteur extrêmement positif et puissant en termes de relations interculturelles, qui facilite aussi, puisque des volontaires sont venus qui n'étaient pas francophones sur ce programme, des Philippins ou des Péruviens, de travailler aussi leur français, mais aussi de participer à une meilleure connaissance de l'anglais par les jeunes ou de l'espagnol par les jeunes. Le troisième programme, forêt, je ne vais pas le développer, puisque Amandine parlera beaucoup des forêts. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, comme le programme Territoire volontaire a vraiment pour ambition que les collectivités qui ont bien souvent des jumelages anciens, peut-être parfois dormants, parfois transmettent des moyens et n'ont pas la capacité de suivre sur le terrain la réalisation de leurs projets, mobilisent les jeunesses de leur territoire pour aller porter la voix de la collectivité et créer des relations directes avec leurs collectivités partenaires. Ce programme Territoire volontaire connaît un succès assez significatif. Les 2 premiers appels à manifestation d'intérêt ont connu des réponses sur l'ensemble des territoires, hexagonaux et outre-mer, et plus de 250 missions ont été accompagnées dans ce cadre sur les 2 premières années. On pense tenir à peu près 400 ou 450 missions simplement dans le cadre de ces coopérations entre collectivités. On s'appuie également sur les fonds européens, les fonds Interreg, FEDER, qui permettent d'accompagner des territoires. Donc à La Réunion, c'est aussi le cas en Guadeloupe, en Martinique. Certaines des affiches qui sont devant la salle que vous pouvez voir illustrent ces mobilités des jeunes, qui sont des territoires assez enclavés, mais qui ont aussi une relation très forte avec leur voisinage. La Réunion, bien sûr, est très intéressée d'entretenir des relations fortes avec Maurice, avec Madagascar, avec l'Afrique australe, avec l'Inde. Et donc c'est pour ça qu'ils travaillent avec France Volontaire pour envoyer des jeunes de leur territoire vers ces partenaires de coopération dans l'océan Indien, dans la Caraïbe. Et c'est la même chose, et c'est très important de l'avoir en tête, en Nouvelle-Calédonie, où j'ai eu l'occasion d'être en Nouvelle-Calédonie en mars, juste avant le déclenchement des événements. La cohésion autour de ces questions de mobilité des jeunesses était totale. Il n'y a personne, quelle que soit son opinion par rapport à la situation institutionnelle, qui a remis en cause l'utilité de travailler ensemble avec France Volontaire, et je vous rappelle qu'on s'appelle France Volontaire, pour accompagner les jeunesses calédoniennes vers des mobilités au Vanuatu, au Fidji. On accompagne même des Calédoniens au Cambodge en ce moment. Sur la construction partenariale du volontariat, ça passe aussi par une même perception de ce qu'est le volontariat. On va prendre le temps, si vous le souhaitez, dans les questions, de définir le champ d'action du volontariat, mais ce qui est très important pour nous en tant qu'opérateurs de l'État, c'est aussi de définir un champ commun sur ce que fait un volontaire, ce que ne fait pas un volontaire, comment accueillir un volontaire. Et ça passe naturellement par la définition dans chaque pays d'un cadre national, donc une loi, un règlement, une agence en charge du développement du volontariat, qui permettent de co-construire des projets. Le projet de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, donc son acronyme DEN20, a réuni à Lomé 12 pays d'Afrique, la France, dans un copilotage entre le Togo, l'Agence nationale du volontariat du Togo, et France Volontaire, à destination de tous les pays qui étaient engagés dans ces dynamiques de développement des questions d'engagement pour leur jeunesse, de structuration d'un volontariat, d'un service civique national. Et cela nous permet de développer à la fois le volontariat dans le pays, un service civique dans le pays, des mobilités, et des mobilités avec des Français qui viennent dans le pays, des jeunes de ces territoires qui viennent en France, mais également des mobilités sud-sud, puisque France Volontaire accompagne aussi des dynamiques de mobilité au sein du continent. C'est le cas en Afrique, c'est le cas aussi en Amérique latine, avec un programme Enlaçando qui réunit 7 pays d'Amérique latine et plusieurs centaines d'acteurs qui se mobilisent pour ces questions de mobilité. On est aussi évidemment en lien très fort avec les missions diplomatiques. Haïti, où on ne peut plus envoyer malheureusement de volontaires français, compte tenu du contexte notamment sécuritaire, nous avons construit un programme avec l'Institut français, avec l'Agence française de développement, qui nous permet d'accueillir en France des jeunes venant travailler sur des questions d'ICC,
à Marseille, à Limoges et à Cergy, et de maintenir des liens avec des partenaires historiques avec lesquels on avait construit une relation forte, mais malheureusement qu'on ne peut plus accompagner par l'envoi de volontaires français. En Côte d'Ivoire, et le président Godefrin à l'époque a rencontré le ministre de la Jeunesse, et c'est de cette initiative-là qu'est né un programme dit 15+15, où 15 jeunes volontaires ivoiriens sont venus en France, 15 Français sont venus en Côte d'Ivoire dans un programme co-construit et financé par les autorités ivoiriennes autant que par les autorités françaises. Au Cambodge, pour parler aussi d'autres continents, l'idée de définir le volontariat cambodgien est aussi accompagnée par l'ambassade de France et par France Volontaire. Nous avons, dans le cadre de notre transformation, souhaité changer d'identité visuelle pour affirmer aussi les couleurs du drapeau français. Vous voyez que l'ancien symbole de France Volontaire, que certains d'entre vous connaissent peut-être, était très marqué sur le monde associatif. Donc l'évolution de la marque, de l'identité de France Volontaire pour être pleinement reconnu comme un opérateur du ministère des Affaires étrangères, avec un nouveau site internet. Encore une fois, les équipes s'y consacrent beaucoup d'énergie et de talent pour l'alimenter. N'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'articles qui permettent de mettre en avant l'expérience du volontariat et des vidéos et des documents. Là, j'ai mis l'intervention du président de la République lors de la journée du volontariat français de 2022 qui montre là aussi tout l'attachement. Inévitable de travailler sur les réseaux sociaux, évidemment, pour toucher les jeunes, mais aussi pour donner de l'information actualisée, régulière, qui permet de donner envie, que ce soit sur Instagram, alors Facebook, je ne sais pas le dire en français, ou X, qui est une langue neutre. France Volontaire alimente tous les réseaux sociaux pour donner, illustrer, donner envie à ceux qui le souhaitent de s'engager. On est aussi très attaché à lutter contre les dérives du volontariat. Comme France Volontaire est un opérateur du ministère, on nous demande de travailler sur les questions de qualité. L'ennemi du volontariat, c'est ce qu'on appelle le volontourisme, c'est-à-dire de profiter d'une envie d'engagement qui est tout à fait noble et de la détourner vers des buts mercantiles avec au pire des effets très néfastes pour les populations locales, au mieux simplement de l'argent gaspillé et le sentiment d'inutilité. Pour nous, les dégâts ils sont aussi sur l'image du volontariat et c'est très important de se mobiliser au sein de l'écosystème pour donner à ceux qui veulent s'engager les bons réflexes, les bons moyens de s'engager dans un cadre de qualité. Important aussi, d'avoir en tête, peut-être contrairement aux idées reçues, que les envies d'engagement des jeunes sont toujours fortes. On a parfois l'idée qu'un certain nombre de replis sur soi, de volonté de moins s'engager. On a commandé une étude qui nous permet de démontrer plutôt l'inverse. En tout cas, lorsque l'étude a été faite, on a constaté que 47% des personnes interrogées étaient prêtes à s'engager à l'international si elles le pouvaient. Alors 47%, c'est déjà un indicateur, c'est 17% de plus que lorsqu'on avait posé la même question auparavant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que chez les jeunes, c'est-à-dire jusqu'à 35 ans, ce désir d'engagement, il monte de manière significative, c'est 58% des jeunes qui disent qu'ils seraient prêts, et même 18% qui disent qu'ils sont sûrs de s'engager s'ils trouvent une mission de qualité, 13%. Ça paraît peu, mais en réalité, ça veut dire qu'il y a un désir réel et qui peut se concrétiser de manière claire. Ce qui est aussi évident pour nous, c'est qu'on n'a pas 13% de missions pour répondre à ce besoin. Donc ça nous encourage aussi à créer des nouvelles opportunités pour les volontaires qui souhaitent s'engager. Je finis sur ces questions de documentation. Il est aussi très important pour défendre le volontariat de sortir du cercle des convaincus, des gens qui connaissent, qui pensent parce qu'ils l'ont expérimenté ou parce qu'ils ont rencontré des acteurs que c'est utile. C'est pour cela que France Volontaire développe un programme d'études qui permet de démontrer l'apport du volontariat au-delà des perceptions par des enquêtes de terrain avec des structures spécialisées qui permettent d'évaluer les dispositifs, qui permettent aussi de montrer quels sont les impacts. Par exemple, la dernière étude sur l'impact de la réciprocité, le fait d'accueillir en France des volontaires. Qu'est-ce que ça fait sur le parcours des jeunes? Qu'est-ce que ça apporte aux structures qui les envoient? Qu'est-ce que ça apporte
aux structures qui les reçoivent. Et donc cette étude nous permet d'avoir des éléments objectifs et démontrés par une méthode scientifique. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Délégué Général, pour cette présentation si complète. Je crois que je vais vous donner la mission d'organiser la suite pour votre équipe. Qui parle le premier? Monsieur Dambamané. Vous avez la parole. C'est bon? Bonjour à tous, merci beaucoup. Je m'appelle Demba Mané. Je suis sénégalais, je viens du Sénégal. Donc, je fais un volontariat de solidarité internationale ici en France, auprès de France Volontaire, dans les locaux de France Volontaire. Et je suis très réjoui aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous remercie d'être le premier volontaire reçu en réciprocité au sein du siège de France Volontaire. Alors, au Sénégal, j'étais dans une structure qui s'appelle le Consortium Jeunesse Sénégal, qui est une plateforme multi-acteurs qui travaille sur les questions de jeunesse, qui accompagne les jeunes dans tout ce qui est emploi, insertion socio-professionnelle. Et j'ai fait un parcours d'engagement au consortium qui nous accompagne à travailler sur des projets communautaires dans nos localités, où on était censé cibler une problématique dans nos locaux et on allait être accompagné dans tout ce qui était structuration du projet, comment fédérer les acteurs pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et c'est à partir de ce consortium que j'ai eu l'opportunité de faire cette mission de volontariat de solidarité internationale ici en France. Alors, dans le cadre de ma mission, je suis rattaché au service reconnaissance et valorisation au sein du siège de France Volontaire qui travaille sur tout ce qui est question de promotion et de reconnaissance du volontariat ici en France et à l'international. Et je participe à des événements institutionnels pour la reconnaissance de ce volontariat. Et nous travaillons aussi sur une étude et une cartographie d'acteurs de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle pour les jeunes, pour qu'il y ait une suite à donner à ces parcours d'engagement qui ont du sens, qui apportent beaucoup au monde entier. Et donc, je travaille sur ces questions-là. Et en tant que volontaire sénégalais ici en France aussi, je travaille sur la facilitation et la création de nouveaux projets aussi qui promouvoient en tout cas le volontariat et l'échange entre la France et le Sénégal. Donc je vais à l'encontre d'autorités françaises, d'associations, d'organisations sénégalaises aussi qui sont ici en France pour leur faire connaître le volontariat, parler du volontariat pour qu'ils puissent s'en imprégner et qu'il y ait plus de projets et d'initiatives en faveur du volontariat. Et au quotidien, donc ce sont ces actions-là que je fais et nous sommes, depuis que je suis là en France, nous sommes au total une vingtaine de volontaires sénégalais, en plus d'autres volontaires d'autres pays qui font partie du réseau de France Volontaire. Et je suis en même temps le point focal de ces volontaires sénégalais ici au sein du siège de France Volontaire. Donc je répertorie tous les jours le quotidien de ces volontaires, ce qu'ils font dans leur mission, pour nourrir un peu la documentation de France Volontaire dans la communication autour des missions, dans la communication autour de l'apport de ces volontaires dans leurs tâches quotidiennes. Et donc ceci aussi participe à la mission de promotion et de reconnaissance du volontariat. Et ce volontariat m'a beaucoup apporté aujourd'hui, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Déjà que c'était mon premier voyage international, à l'international. C'est en même temps ma première expérience professionnelle formelle, si je peux le dire, puisqu'au consortium, j'étais un peu un volontaire, en plus de mes études en sciences politiques à l'université. Donc c'est ma première expérience professionnelle. Et je viens travailler dans un cadre qui est tout à fait différent du cadre initial que je connaissais. Donc moi, je suis originaire du sud du Sénégal, la Casamance, qui est une région naturelle, calme, tranquille. J'arrive à Paris où tout va très vite, le mode de vie est complètement différent. Donc le rythme de vie, le matin, les métros, les tramways, etc., tout va très vite. Donc il fallait puiser un peu au plus profond de moi
pour trouver cette capacité à pouvoir s'adapter, cette capacité à pouvoir voilà, être dans le même mode de vie que les Parisiens. Ça n'a pas été facile, mais ça a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup apporté aujourd'hui. Donc je ne suis plus le même jeune qui avait quitté l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Blaise Diagne du Sénégal. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui est devant vous. Donc ce volontariat m'a beaucoup apporté et l'autre chance, c'est de faire le volontariat, surtout ici à Paris. Je le dis souvent, Paris, c'est un centre culturel du monde, c'est un environnement qui est cosmopolite où on peut croiser tous les jours beaucoup de personnes qui viennent du monde entier, beaucoup de cultures qu'on peut rencontrer. Et cette chance-là, je l'ai eue aussi du fait de résider à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc c'est là où je réside. Et tous les jours, tu as l'opportunité de croiser de belles personnes qui viennent du monde entier. Tu peux apprendre tous les jours et grandir tous les jours. Et ça m'apporte beaucoup. Et ça forge en moi un esprit de solidarité, un esprit interculturel. Et d'avoir beaucoup plus de recul et surtout, comme je le disais, j'ai l'habitude de le dire, je veux être un citoyen du monde et aujourd'hui je me satisfais d'être ce citoyen du monde à travers cette mission de volontariat. Et donc, pour ce qui est aussi du volontariat et notamment de la réciprocité, je pense que c'est quelque chose, c'est un outil, un dispositif qu'on doit vraiment favoriser, qui forge aujourd'hui une jeunesse qui est très différente des jeunesses qu'on a connues, si vous pouvez me le permettre. Vous allez aujourd'hui au Sénégal, je le dis de façon personnelle parce qu'aujourd'hui je me suis approprié beaucoup de thématiques qui de base n'étaient pas, ou bien je n'avais pas assez d'informations. Je prends l'exemple des enjeux environnementaux aujourd'hui. Vous allez au Sénégal, vous allez au sud du Sénégal, en Casamance, vous voyez un jeune, vous lui dites que vous devez être inquiet du changement climatique, vous devez être inquiet des enjeux environnementaux. Il va forcément vous dire oh non, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis tranquille ici, nous on ne pollue pas, etc. Donc, c'est pas de mes priorités. Mais c'est pas tout à fait. Bon, il a peut-être, ce jeune-là a peut-être raison. Mais cette mission de volontariat m'a fait comprendre aujourd'hui que c'est pas parce qu'on est en Casamance, peut-être qu'on ne pollue pas, qu'on ne devrait pas s'inquiéter de ces questions-là, mais oui, on devrait s'inquiéter de ces questions-là parce que ça nous concerne tous, c'est le monde que nous partageons tous et c'est des choses qui nous sont communes et que nous devons partager. Et donc aujourd'hui, j'ai eu beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'appropriation de ces thématiques-là et que je voudrais que des jeunes du Sénégal comme moi puissent avoir cette appropriation-là et qu'ils puissent bénéficier de ces programmes de volontariat, de réciprocité et de faire des missions à l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dembamene. Félicitations pour votre bel engagement. Nous entendons Monsieur Castelnau, qui lui a fait le mouvement inverse, avec le même esprit. Effectivement. Donc, effectivement, j'ai fait le mouvement inverse que celui réalisé par Demba. Je suis parti au Sénégal, à Saint-Louis, entre mai 2023 et mai 2024. Dans le cadre d'une mission donc de volontariat de solidarité internationale. J'étais envoyé par une organisation non gouvernementale française qui s'appelle Play International, qui était autrefois connue sous le nom de Sport sans frontières. Et donc Play, mon organisme d'envoi, m'a détaché auprès d'une association locale saint-louisienne, donc dans le nord du pays, à l'opposé de la ville d'où vient Demba au Sénégal. Et j'étais donc auprès de cette association pour les appuyer dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle le projet EJO, qui veut dire demain en Kirundi, qui est un projet d'éducation par le sport et que l'on donc mettait en œuvre dans le nord du Sénégal. Et cette mission consistait notamment à la formation d'animateurs en milieu extrascolaire et de professeurs en milieu scolaire à des pédagogies autour du jeu sportif afin que ces animateurs, ces enseignants puissent ensuite retourner dans leurs écoles ou dans leur quartier
pour développer, pour proposer à ces jeunes des séances de sport avec une vocation qui avait une vocation éducative en leur sein. Ça a été une expérience pour moi extraordinaire de pouvoir partir dans un pays comme le Sénégal, qui peut être si différent de ce que moi j'avais pu connaître en France. Comme Demba l'a vécu en arrivant à Paris, j'avais moi-même assez peu de repères en arrivant à Saint-Louis. On est vraiment sur un... Tout est différent, j'avais du mal à savoir à quoi me raccrocher, mais ça a été une expérience absolument fabuleuse de vivre justement dans cet environnement très différent, de pouvoir développer des capacités d'adaptation qui sont très importantes, qui me sont très utiles aujourd'hui dans le cadre de mon parcours professionnel. Ça a été une opportunité de travailler dans un milieu interculturel avec des gens qui n'ont pas la même façon de travailler, qui n'ont pas la même culture, les mêmes coutumes, et ça a été pour moi vraiment... j'ai été bousculé dans mes certitudes, dans ce que je connaissais de la vie en fait. Des choses qui me paraissent à moi évidentes ne l'étaient pas pour les gens sur place. Et pas que j'avais raison, pas du tout. Au contraire, j'ai appris qu'il y avait une autre vision, des choses extraordinaires à apprendre sur place. D'un point de vue professionnel, le volontariat de solidarité internationale, pour moi, il représente un intérêt énorme pour les jeunes qui en bénéficient, parce que même si c'est on va dire un type de contrat particulier, le contenu de la mission, il se rapproche vraiment de ce qu'on pourrait avoir dans une ONG, un contrat d'ONG classique, ou même un contrat d'une entreprise si on était envoyé à l'étranger pour X ou Y raison. Moi, j'ai fait de tout ce qui pouvait se rapporter à de la gestion de projet, du suivi de l'évaluation, de la préparation de formation, donner ces formations, etc. Et donc, c'est autant de compétences que le volontariat de solidarité internationale m'a permis de développer, et qui aujourd'hui me sont vraiment utiles à l'heure de rechercher un nouveau projet professionnel en France. Et puis, et voilà, comme je le disais, sur le plan personnel, ça a été vraiment des rencontres, un contexte tellement différent, et je pense que le volontariat de solidarité internationale permet à ces jeunes Français, où on a aussi souvent l'impression d'être que l'Europe est le cœur du monde, et qu'on a notre vision, en tout cas depuis, européocentrée un petit peu. Et je trouve que ces mécanismes de volontariat et de départ à l'étranger, de vie à l'étranger, d'expatriation, permettent vraiment de se rendre compte que la vision qui est la nôtre n'est pas unique, et qu'il y en a d'autres, que eux ont une vision différente de nous, du monde. Et pour moi, ça a été une chance extraordinaire de partir au Sénégal et de pouvoir bénéficier de cela au travers du VSI. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Castelnau. Nous sommes très touchés. Et maintenant, Monsieur le délégué général, c'est le tour de Madame Hersan. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci pour l'accueil. Sincèrement, c'est un véritable honneur d'être là. J'imagine que j'aurai beaucoup à apprendre de chacune d'entre vous. Et du coup, je vais essayer, moi, de vous partager d'où l'on vient chez Planète Urgence et ce que l'on fait, pour essayer peut-être un jour de aussi croiser avec ce que vous pourriez nous apprendre. Donc, heureuse d'être avec vous. Moi, ma famille vient d'un milieu de volontaires du progrès et d'agriculteurs. Donc, c'est peut-être ce qui m'a amené à diriger aujourd'hui Planète Urgence, et cela fait 5 ans que j'ai pris la direction générale. Quand je vous parle de Planète Urgence, je vais peut-être vous parler de ce qu'on fait, de pourquoi est-ce qu'on existe. Notre métier, c'est de réconcilier l'humain et la forêt. On ne va pas le faire partout, on va le faire là où il y a urgence. Et donc, on va intervenir sur des zones où on a une déforestation très importante, ou un risque de déforestation. On va intervenir là où il y a une biodiversité vraiment exceptionnelle.
Et puis on interviendra aussi là où il y a des enjeux humains forts, et que ce soit pauvreté ou changement climatique, sur des zones où l'adaptation est un enjeu majeur de survie dans les années et décennies qui vont arriver. J'ai quelques diapositives à vous partager. Il faut viser au fond. Évidemment, une association, elle existe par rapport à un contexte. Si ce contexte change, l'association peut disparaître, et je rêve de disparaître un jour, mais ce n'est pas le cas sur nos sujets, vous en êtes bien conscients. Si on prend quelques chiffres sur la disparition des forêts, on a la taille du Costa Rica qui disparaît tous les ans. Le chiffre ne bouge pas d'année après année. Les forêts, ce sont évidemment des puits de carbone, hein, c'est le deuxième puits de carbone après les océans, et évidemment celui sur lequel on peut agir le plus facilement, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est aussi le premier puits de biodiversité terrestre, puisque 70% des espèces terrestres sont sur ces zones forestières. Et puis c'est là où les plus pauvres, ceux qui ont besoin au quotidien de survivre, vont aussi aller trouver refuge. Pendant la période de Covid, on a eu beaucoup de populations sur nos zones d'intervention qui sont allées chercher de la nourriture, des médicaments, du bois pour cuire. Et sans ça, ils n'auraient pas eu la possibilité de vivre suffisamment décemment. Donc la forêt, elle est extraordinairement importante, extraordinairement à risque. Et donc c'est ça qui fait qu'on agit dans ces zones-là. On a fait une étude avec le CIFOR-ICRAF sur donc les forêts tropicales dans le monde pour essayer de croiser toutes les données et savoir exactement où est-ce qu'il faut intervenir aujourd'hui, puisqu'on ne pourra pas aller partout. Pour rappel, sur la COP qui vient de se passer, les chiffres ont été rappelés. La Banque mondiale nous dit qu'il nous faut 700 milliards de dollars par an pour la biodiversité à partir de 2050. Aujourd'hui, on est difficilement à 100 milliards. Donc on sait qu'on n'a pas aujourd'hui le moyen de tout protéger. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller là où il y a urgence et il faut prioriser. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire chez Planète Urgence, ce qui nous amène à être sur des zones spécifiques où on va refaire ce lien entre l'humain et la forêt, et au niveau d'un territoire, on va essayer de croiser plusieurs interventions différentes, où le volontariat aura toute sa place, et je vous en parle juste après. Sur un territoire, on va travailler avec les populations pour qu'elles vivent grâce aux forêts et pas contre les forêts. Donc on va développer de l'apiculture, de la gestion en sylviculture durable pour les populations, puisque si elles coupent le bois, c'est qu'elles en ont besoin dans nos zones d'intervention. On pense souvent que la déforestation est liée à des grosses activités destructrices. C'est le cas en Amazonie sur du soja, etc. Mais c'est moins le cas sur nos zones d'intervention, où ça va être une petite destruction au quotidien pour pouvoir étendre un peu sa zone d'agriculture. Donc ça va être des petits brûlis, ça va être des demi-hectares qui vont être grappillés année après année, et tout ça parce qu'il y a besoin de nourrir la famille. Et donc si on arrive à nourrir la famille grâce à la forêt, grâce à de l'agroforesterie, ou en ayant des plantations de bois-énergie qui sont faites pour ça, qui peuvent être coupées facilement, on aura déjà gagné une partie de la bataille. Un deuxième axe d'intervention, ça va être le développement d'un lien fort à la forêt. Vous, moi, on va protéger ce qu'on aime. Et donc du coup, si on veut que la forêt soit protégée, il faut que les enfants, il faut que les adultes aiment cette forêt. Et donc on va travailler beaucoup dans les écoles à sensibiliser à l'importance des forêts, et notamment en remettant les mains dans la terre, en allant voir cette forêt. J'étais à Madagascar il n'y a pas longtemps. Les enfants habitent à 5 km d'une forêt de tapis qui n'existe que à Madagascar et dans le monde, qui n'est présente que là. Il ne reste plus que 3 patchs de forêt, et ces enfants n'avaient jamais mis les pieds dans la forêt. Donc s'ils ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas la protéger. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cet axe-là. Et puis le dernier qui est plus directement lié à la forêt, qui va être la reforestation pure, la restauration, la conservation des zones forestières. Donc aujourd'hui, Planète Urgence, on intervient sur 7 pays d'intervention. On va avoir des projets qui vont nous permettre de croiser tous ces axes dont je vous parlais tout à l'heure. On en a une dizaine sur les 3 grands bassins: Amazonie, bassin du Congo et Asie du Sud-Est. On a à peu près 50 000 bénéficiaires par an de nos projets.
On travaille toujours, quand on peut, avec des ONG partenaires locales. Donc on a une centaine de partenaires avec lesquels on va agir sur le terrain. Moi, je suis persuadée que si ces ONG-là sont suffisamment fortes et en capacité d'avoir un impact, on a tout gagné. Et que si les ONG internationales disparaissent au profit des ONG locales, on aura tout gagné, puisque dans ce monde où on crée des murs de plus en plus hauts, on a besoin d'acteurs locaux de plus en plus forts. Et donc ces 88 ONG partenaires, on les accompagne pour qu'elles soient plus fortes. Et une façon de les accompagner, c'est aussi à travers le volontariat. Et donc nous sommes effectivement membres de France Volontaire et nous avons créé un dispositif assez particulier dont je vous parle tout à l'heure, qui nous permet d'engager des salariés d'entreprise en volontariat au-delà des VSI que nous accompagnons ou des services civiques. Pardon, je ne vous fais pas la petite histoire, mais on a, donc ça fait 25 ans qu'on existe et on est aussi membre du groupe SOS, qui est un groupe d'entrepreneuriat social qui nous permet de nous connecter avec d'autres acteurs. Peut-être des points qui me semblaient importants de vous partager, c'est la façon dont on intervient. Je crois que la solidarité internationale a beaucoup évolué et donc Planète Urgence avec sur ces 25 dernières années. Ce qu'on essaye de regarder, c'est les solutions au niveau territorial et au niveau local. De plus en plus, on s'appuie sur des diagnostics profonds, des concertations avec les acteurs pour comprendre quels sont les enjeux. On va lancer des études sur les représentations sociales. Quand on parle de forêt, en fait, et de sa protection, on va beaucoup parler de sujets qui relatent au sacré, à l'histoire familiale. Et donc, de plus en plus, on va aller chercher ça dans nos interventions. On va aussi regarder comment est-ce qu'on regarde le territoire comme un paysage complet pour pas avoir de vision simpliste de nos approches. Donc on essaye de croiser des informations sur la biodiversité, sur les enjeux éducatifs, sur les enjeux écologiques évidemment, sur les enjeux climat et comment le territoire va évoluer avec le changement climatique. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on va croiser pour essayer d'intervenir au mieux. Mais je ne vais pas vous le cacher, c'est difficile au quotidien. On a beaucoup de belles batailles qui sont gagnées et beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre nos activités, mais vous en doutez évidemment. Nos enjeux sont connectés évidemment aux ODD, mais ça je ne vous en parlerai pas trop puisque vous devez être des experts, j'imagine, du sujet. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on arrive à connecter les enjeux humains et environnementaux et qui sont indissociables aujourd'hui de faire. Je vais aller un peu plus sur un exemple concret. Quand je vous parlais de territoire, je vous emmène ici sur Madagascar, dont je vous parlais à l'instant. Donc Madagascar, on a une déforestation extrêmement importante, beaucoup liée au bois énergie, et notamment sur cette zone qui s'appelle la région Itas, où nous avons cette forêt de tapis. Et donc en fait l'enjeu c'est d'arriver sur un territoire à croiser différentes interventions. Donc j'essaye de partir de cet exemple pour que ce que je vous ai dit tout à l'heure soit plus vivant. Donc typiquement sur les forêts de tapis, vous voyez à droite on va faire de la plantation en bois énergie et on va former des charbonniers. On a un projet avec l'Union européenne où on forme 30 000 charbonniers, donc c'est vraiment conséquent. On arrive à couvrir 30% des besoins en bois de la région avec effectivement des forêts qui vont pousser vite et qui peuvent être coupées au bout de 5-6 ans. Cette coupe forestière est une coupe de forêt utile sur des zones où il n'y avait plus rien. Donc en fait, on va revaloriser une partie du paysage et donc limiter aussi l'érosion puisque l'arbre qui a des racines va limiter ce qu'on appelle les lavecars à Madagascar. C'est la terre rouge qui tombe dans les rizières. On va travailler en parallèle sur la restauration des forêts de tapis à droite, qui sont elles des forêts où on aimerait qu'elles restent intactes. Et donc sur ces forêts-là, on va travailler sur des activités génératrices de revenus qui vont permettre aux populations de vouloir être les gardiens des forêts. Et notamment sur la soie sauvage, on a un petit ver à soie qui ne vit que dans cette région-là, qui s'appelle le landibé. Et donc on va créer un écosystème où les femmes notamment vont pouvoir réactiver cette population de landibé et protéger la forêt puisqu'elles en seront aussi dépendantes d'un point de vue économique. Et puis dans le village, on va travailler sur la vente de foyers améliorés pour que quand on coupe ce bois-là, ça soit une petite quantité qui soit brûlée au quotidien et qu'on ait moins besoin de bois de coupe. Et puis on va travailler avec la sensibilisation, avec des activités génératrices de revenus qui soient suffisantes pour éviter aux populations de revenir vers les forêts.
Voilà un exemple très concret de ce qu'on va mettre en place. Merci. Ouais, l'Indonésie, c'est loin. Et c'était pas... Normalement, c'était des slides cachés, tout ça, donc je vais avoir du mal à tout passer, pardon. Non, c'est pas fini. Je voulais vous parler du volontariat, mais je vais le faire... Et de la place que ça prend chez nous, qui est importante. Oh là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. On y est arrivé. Comme vous l'avez compris, notre mission principale n'est pas de faire du volontariat pour du volontariat. On va utiliser, nous, le volontariat comme un outil au service de l'impact. Et c'est important, il y en a des vraies discussions au sein de France Volontaire pour valoriser ces impacts et s'assurer que chaque mission est une mission qui est utile au bon moment, avec la bonne personne, dans la bonne organisation et avec une projection. Toute une aventure, vous me direz, c'est vrai, mais on y arrive progressivement. Et donc, chez Planète Urgence, quand on va regarder le volontariat, on va surtout se dire où est-ce qu'on a des besoins. Où sont les zones sur lesquelles il n'y a pas de personnes disponibles en local, il n'y a pas de moyens pour financer des postes, il n'y a pas de compétences disponibles et il y a besoin de faire ce partage. Et donc on va effectivement, sur des missions très spécifiques, envoyer des volontaires. On a créé il y a 25 ans le congé solidaire. C'est un format qui appartient à la grande famille des congés de solidarité dans la voie française et qui permet à des salariés d'entreprise de partir sur des missions pendant leur congé. Donc ce sont des gens qui sont en pleine activité, soit en démarrage, il y en a beaucoup de jeunes qui sortent de grandes écoles qui vont aller chercher des emplois dans des grandes entreprises, mais qui ont aussi besoin de sens et voir comment leurs compétences sont utiles à d'autres endroits du monde. Et souvent, ça leur apporte beaucoup en termes de reconnaissance aussi personnelle sur ma compétence est utile et fondamentalement utile. Et puis, ça va apporter aussi beaucoup à l'entreprise, hein, puisque c'est de l'agilité derrière une mission de volontariat, c'est la capacité à travailler en collectif, c'est la capacité à engager et à voir le monde tel qu'il est réellement et pas uniquement tel qu'on aimerait le voir d'un point de vue du marché, etc. Donc en fait, on se rend compte que ces missions-là vont être des missions à triple impact et un impact local, et c'est ce qu'on cherche avant tout, mais aussi un impact pour la personne qui est partie et pour l'entreprise qui a proposé ce départ-là. Donc on a à peu près, nous, tous les ans, 200 départs qui sont réalisés, et on a des entreprises partenaires qui sont autant des PME que des très grandes entreprises et qui envoient leurs salariés de façon très individualisée. Donc on a des entreprises qui vont faire partir une personne par an quand ils sont 10-15 dans l'organisation, et d'autres comme des grosses boîtes qui sont plutôt apparentées au CAC 40, qui vont permettre d'en faire partir 40 par an. Donc on a vraiment des écarts assez importants, mais à chaque fois qu'on rencontre des volontaires, des histoires assez formidables. On passe aussi par le service civique parce que on croit beaucoup que la jeunesse doit comprendre ce qui est en train de se jouer. Et moi, c'était vraiment un message important que j'avais envie de passer, c'est que ce monde est en train de partir dans une direction que nous n'avons peut-être pas envie d'avoir, celle de la haine, celle du rejet de l'autre. Et je crois que le volontariat est une vraie solution pour réouvrir des ponts, pour réouvrir des portes, pour re-questionner nos manières de voir le futur et potentiellement d'arriver à l'écrire ensemble. Merci pour votre accueil. Merci madame, c'est passionnant. Eh bien, nous avons entendu les intervenants. Je crois que, sans nous interrompre, nous pouvons passer aux échanges avec la salle. C'est-à-dire que nous pouvons entendre les questions ou les commentaires. Daniel Joanneau, l'ambassadeur Daniel Joanneau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une question pour Monsieur Demba Mané. Pouvez-vous nous donner une idée des missions confiées aux autres volontaires internationaux africains dont vous êtes le point focal? Merci beaucoup. Ouais,
Merci beaucoup. Ouais, je pense que j'ai parlé des volontaires sans pour autant développer la diversité qu'il y a autour des différentes missions. Oui, effectivement, ils sont déployés dans le cadre de programmes et de projets différents, comme le directeur de France Volontaire l'a annoncé tout à l'heure. Il y a des volontaires qui sont venus dans le cadre du sport, notamment dans le contexte des Jeux Olympiques Paris 2024, et qui sont dans des structures sportives. On a un volontaire sénégalais, par exemple, que je suis, qui est à la Fédération française de badminton. Donc, il est envoyé par la Fédération sénégalaise de badminton. Et l'idée, c'est de participer à cet événement des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour voir comment on peut développer aussi le secteur du badminton au Sénégal. On a un autre volontaire envoyé dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Dakar en 2026. Donc, il est envoyé par le Comité national olympique et sportif sénégalais, ici au Comité national olympique et sportif français. Il y a un autre volontaire aussi qui travaille sur les questions d'industrie culturelle et créative, Abdoulaye Gomis. Lui, son cas aussi, c'est un peu particulier puisque c'est un volontaire qui fréquentait un tiers-lieu au Sénégal, qui offrait aux jeunes des cadres d'expression artistique, etc. Lui, c'est un jeune artiste, rappeur sénégalais qui n'a pas eu la chance de faire l'école, etc. Il n'a pas de diplôme, mais qu'à travers ce dispositif de volontariat, pour qu'il puisse développer un peu son art artistique dans une structure française ici à Bobigny. Ainsi de suite, il y a d'autres volontaires aussi qui sont déployés dans le cadre de thématiques comme l'environnement, les enjeux environnementaux, et ainsi de suite. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, Christine Dessouche. Alors, plusieurs questions. D'abord, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Et merci aux organisateurs et à ceux qui font. Je pense à mes petits-fils ou à mes petites-filles. Est-ce que je voudrais savoir quel est le profil finalement du volontaire? Est-ce qu'on est obligé d'être dans une association d'un côté ou de l'autre pour pouvoir justement... est-ce que c'est le vivier privilégié des volontaires, le milieu associatif, ou bien est-ce qu'on peut venir d'autres horizons, premièrement? Deuxièmement, si c'était le cas, et si effectivement, je parle pour les jeunes Français, si le fait d'être dans des associations est un élément essentiel, ou en tous les cas important pour pouvoir prétendre à devenir un volontaire solidaire international, est-ce qu'il existe des, j'allais dire, des instruments qui font connaître ces associations dans lesquelles les jeunes peuvent s'engager? Cette question justement de la sensibilisation, de la connaissance, parce que je suis persuadé que beaucoup voudraient s'engager, mais que finalement, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas à quel niveau ça commence, à quel âge, 16 ans, 14 ans, etc. Voilà un petit peu les questions que je me pose, et je vous remercie si on peut à un moment ou à un autre en parler. Merci. Merci beaucoup. En fait, pour répondre à votre question, il y a deux entrées. La première, c'est est-ce qu'on a besoin d'être déjà engagé pour s'engager à l'international? Pour être tout à fait franc, on rencontre beaucoup de profils de personnes qui ont déjà un engagement de proximité quand ils décident ensuite de partir à l'international. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et il est très rare que les jeunes qui partent à l'international viennent de l'association qui les envoie à l'international. C'est plutôt en consultant les sites internet, notamment de France Volontaire, mais de Planète Urgence, de la délégation catholique de coopération, de la guilde, des associations qui utilisent le dispositif du volontariat, que les jeunes vont s'orienter. Ben, Achille, je ne pense pas que vous étiez ni à Play International, bon, Planète Urgence travaille à l'international, donc c'est plutôt la grande question, c'est, alors évidemment, les partenaires sur le terrain vont être intéressés par des profils qui s'engagent. Donc nos partenaires au Sénégal, à Madagascar, vont être attentifs à ce type de profil. Donc nous, on promeut les questions de parcours d'engagement qui partent du local, qui vont à l'international, mais le premier pied dans l'engagement peut venir de l'international. Et c'est ce qu'on essaie de montrer aussi aux élus locaux, c'est que parfois on se dit mais pourquoi je vais investir dans l'accompagnement d'un parcours à l'international alors que moi ce qui m'intéresse c'est que dans la cité les jeunes s'engagent. En réalité on constate, et les études le montrent, que ceux qui sont partis à l'international vont réinvestir au plus près
Parce qu'ils sont allés s'occuper du village de Madagascar qu'on vient de voir. Après, ils vont peut-être se demander comment je peux être utile autour de moi. Donc il y a quelque chose de lié entre l'international et le local, et en tout cas à France Volontaire, évidemment, on ne va pas opposer les deux et montrer les complémentarités. Après, il y a un enjeu très fort, c'est comment sortir du cercle de ceux qui connaissent. Et ça, demain, on est par exemple au Salon de l'étudiant pour donner à voir, aller vers les jeunes. On a ces réseaux sociaux, mais on a aussi besoin, mesdames et messieurs les académiciens, de relais, de faire connaître, de dépasser, parce que, et c'est aussi, je remercie beaucoup le président et le secrétaire perpétuel de nous donner cette opportunité d'aller frapper aux portes, de montrer, de permettre aux jeunes de montrer ce que ça leur a apporté, de documenter pour sortir, développer. On a un objectif de croissance qui est fixé par la loi, on ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas un monde fini. Il y a encore beaucoup d'opportunités pour le volontariat, mais il nous faut convaincre, démontrer, faire connaître. Donc peut-être vous donner le message aussi, n'hésitez pas à parler autour de vous. On peut aussi démultiplier grâce à vos interventions la connaissance et la reconnaissance du volontariat. Oui, Michel Roussin. D'abord, je tenais à vous remercier parce que on a découvert, enfin je pense qu'on est quelques-uns à avoir découvert ce que vous faites. Merci pour les témoignages et les deux interventions complémentaires, originales et qui sont porteuses d'un espoir. Je vous ai entendu parler d'une loi. Alors, ça me conduit à poser la question, quel soutien vous avez au niveau des pouvoirs publics? Puisque quelque part, vous êtes sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que là, vous avez des interlocuteurs, un véritable accompagnement, une communication, la vôtre, relayée par les organismes de ce ministère? C'est très bien, nous, on pourra parler de ce que vous faites et qui est extraordinaire, mais est-ce qu'au niveau de l'État, il y a une vraie volonté, une prise de conscience, une action et une détermination de faire en sorte que vos actions se développent dans l'intérêt de nos partenaires et dans l'intérêt de notre bonne République? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, je pense que la reconnaissance du volontariat, enfin du volontariat international dans les dispositifs français est de plus en plus forte. Après un moment où le volontariat était considéré comme une initiative que de la société civile, menée sur la base de ce qu'on appelle le droit d'initiative, donc assez éloigné des pouvoirs publics, des ambassadeurs et des ambassadrices. Si j'ai insisté sur la loi, c'est que c'est un marqueur assez important de cette prise en compte par les pouvoirs publics. Cette loi du 4 août 2021, elle a été votée à l'unanimité au Parlement. Et pour la première fois, elle a reconnu, alors seuls les spécialistes l'ont vu, c'est pas non plus dans le préambule de la loi, mais quand même, au même titre que les aides, les prêts, les dons, le volontariat était un des outils de la politique internationale solidaire. Alors vous savez qu'on ne dit plus l'aide publique au développement, donc l'investissement solidaire et durable de la France. Ça, c'était un premier point. Ensuite, très sincèrement, le président de la République, Emmanuel Macron, est un très grand défenseur personnel du volontariat. Lui le porte, il a associé France Volontaire à des visites présidentielles en Afrique, il a reçu des volontaires, il a pris le temps, alors court, d'être avec Achille Demba. Hier, le président de la République du Ghana est venu, et c'est pour des raisons d'agenda que le président n'a pas reçu la délégation de volontaires qu'a reçu le président du Ghana. Et donc la réception, le petit entretien, un peu comme on fait là aujourd'hui avec des volontaires, s'est tenu dans la grande salle à manger de l'hôtel du ministre, avec le secrétaire d'État qui, lui, porte ces sujets de francophonie. Non, je ne vous cache pas, on a encore un peu de chemin. Et c'est un travail très fort de France Volontaire d'essayer d'expliquer pourquoi c'est aussi intéressant de travailler d'investir sur les jeunes que dans des projets d'infrastructure, que dans la culture, que dans beaucoup de sujets. Et évidemment, comme les moyens ne sont pas extensibles,
c'est un enjeu de bien positionner le volontariat. La conviction qu'on a, c'est qu'on est soutenu. Le contexte budgétaire va être un peu complexe dans les mois, les années qui viennent. Un des intérêts du volontariat, je le dis sans cynisme, c'est que c'est pas très cher. Donc peut-être que c'est aussi, dans les temps qui viennent, les experts techniques internationaux, par exemple, qui ont été très plébiscités par le gouvernement français, ça coûte très cher. Pour un ETI, vous avez 4 VSI. Ça peut être un élément qui va nous permettre de développer et de renforcer un peu le volontariat. En tout cas, merci pour votre soutien, Monsieur le Ministre. Moi, si je ne veux pas ajouter aux éloges de M. Ruffin, je partage totalement. J'ai deux interventions. En tant qu'ancien directeur de l'AFD à Madagascar, j'ai été passionné par ce que vous faites, évidemment. À Madagascar, où on s'est connu avec Jacques Goffin. Voilà. Vous avez dit que les forêts, c'était le 2e prix de carbone par rapport aux océans. J'aimerais savoir ce que ça représente par rapport aux océans. Puis en tant qu'ancien directeur de l'AFD au Burkina Faso, où j'ai connu M. Ruffin, quid aujourd'hui, comme dirait le général, les choses étant ce qu'elles sont et les hommes ce que vous savez, quid de votre intervention au Burkina, au Niger, au Mali? Alors, je serais ravie de retrouver les chiffres exacts du GIEC et de vous les renvoyer. Mais la forêt et l'océan ne sont pas si loin en termes de proportions. Ce qui questionne le plus, c'est comment est-ce qu'on définit la forêt. Si on prend une définition FAO, il faut des arbres suffisamment hauts, etc. Et donc, on serait aux alentours de 40% des capacités de stockage sur les forêts versus un 60% sur les océans, si on prend la définition FAO. Bon. Alors, évidemment, la situation qui concerne ces pays a un impact significatif sur les mobilités de volontaires. Comme vous le savez, les mobilités de volontaires à l'international sont conditionnées notamment à des questions de zonage et les zones de ces pays sahéliens sont en zone rouge par le centre de crise et de soutien du ministère. C'est évidemment, donc on ne peut plus envoyer de volontaires français dans ces pays-là. L'avantage qu'on a avec la réciprocité, c'est un peu comme Haïti, avec d'autres considérations derrière, c'est qu'on peut toujours accueillir des jeunes volontaires de ces pays-là, donc notamment du Burkina Faso, puisqu'il y a une tradition, enfin une longue collaboration entre France Volontaire et l'Agence nationale, donc le programme national de volontariat du Burkina Faso, qui est une des premières agences de volontariat en Afrique, qui est vraiment un très beau dispositif. Et on continue à travailler avec le programme national pour accueillir des volontaires burkinabés. Donc c'est le premier pays qui a dépassé les 100 volontaires accueillis en France. On a tenu d'ailleurs un petit événement à l'Assemblée nationale pour mettre en avant ce 100e volontaire burkinabé accueilli sur le territoire français. Malheureusement, au Niger, la situation est encore plus complexe. Vous savez qu'il n'y a pas de visas qui sont délivrés en ce moment au Niger. Donc évidemment, il n'y a pas de possibilité d'accueillir des volontaires. Au Mali, les considérations sont un peu différentes du Burkina. Il n'y avait pas de tradition de structuration du volontariat, donc on a quelques volontaires, mais c'est vraiment des unités de manière très marginale qui continuent à venir. Nous, France Volontaire, on a fait le choix, en tout cas pour le moment je le tiens, de conserver une équipe à Ouaga qui est implantée à La Ruche pour maintenir ce lien via les jeunesses. Je précise qu'on limite quand même le contact avec l'Agence nationale burkinabé qui est liée au pouvoir, mais on continue à tenir quand même des réunions et à maintenir cette présence dans l'espace sahélien. Et par ailleurs, il y a un report assez important sur le Tchad et sur la Mauritanie, des dynamiques de volontaires, notamment de l'intérêt des Français pour la Mauritanie et le Tchad. C'est un des effets induits par cette crise sahélienne. Merci, mon nom est Catherine Cissé.
Vraiment mes félicitations à tous les intervenants et pour cette organisation. Je repartirai tout à l'heure avec une note d'espoir. Je suis arrivée avec un pessimisme que je vais rapidement expliquer. Le contexte actuel de rejet de la France dans beaucoup de pays, notamment dans la zone francophone, est une grande source d'inquiétude. Et votre action est vraiment le meilleur rempart, je pense, au wokisme actuel. J'avais deux questions. La première, quelle est la participation de la diaspora dans les actions de volontariat? Et la deuxième question s'adresse notamment à mon compatriote, Monsieur Manet. Nous venons d'un pays où malheureusement la tentation de réécrire le narratif franco-sénégalais est à l'œuvre. Quel est à votre niveau? Que pourriez-vous faire à votre niveau pour rééquilibrer cette manipulation en cours? Merci beaucoup pour cette question, ces questions. Vous avez mis la pression sur Demba, je lui laisse le temps de réfléchir un peu. Bon, c'est toujours difficile de traiter ces questions-là. Ce que je peux vous dire du point de vue transvolontaire, d'abord, nous, on est toujours très optimistes. Donc, si vous voulez une leçon de pessimisme, c'est pas avec France Volontaire. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion, moi, d'aller dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest où nous sommes implantés, ou d'Afrique centrale. Je suis en Guinée la semaine prochaine. Ce que je peux vous garantir, c'est que quand on parle de jeunesse, quand on parle de mobilité, quand on parle de partenariat, il n'y a aucun interlocuteur qui vous ferme la porte. Personne. J'ai toujours été reçu avec le président Godefroy avant, mais c'est toujours le cas par les ministres de la jeunesse dans tous les pays pour co-construire. On est toujours bien accueillis. Et franchement, les dynamiques qui sont en cours au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou dans tous les pays dont on parle, encore une fois, la Guinée, qui n'est pas un pays avec lequel la France a la relation la plus simple en ce moment, on est extrêmement attendu. J'ai dû repousser un peu pour des raisons d'agenda, très sollicité par les partenaires guinéens. Donc la conviction qu'on porte, et sans porter de jugement global sur la situation, c'est qu'à partir du moment où on co-construit, on a une dynamique de partenariat, on ne refuse pas les intérêts de la France, évidemment, mais on les met en partage avec les intérêts du pays, il y a un chemin. Ce chemin-là, en tout cas, même s'il n'est pas le seul, c'est un de ceux que le volontariat nous permet de parcourir. Et quand je vois Achille et Demba, je me dis effectivement, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de sentiment entre eux. Et honnêtement, les jeunes Sénégalais avec lesquels je parle, personne ne m'a jamais opposé ce genre de considération. Au contraire, j'étais très frappé à l'Assemblée, au CESE, il y avait une conférence de l'Assemblée parlementaire à francophonie, il y avait une jeune Sénégalaise qui prenait la parole. Et elle me dit, il faut absolument qu'il y ait plus de Français qui viennent au Sénégal. Parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est le Sénégal, il faut qu'ils se rendent compte de la réalité, etc. Et c'est un discours très important et très fort pour nous. Un jeune Sénégalais, il a envie de connaître les Français, il a envie de se confronter à d'autres positions. Il est ouvert et c'est là-dessus, je pense, qu'on peut construire d'autres choses, sans bien entendu de prendre de positions plus générales sur les grands enjeux, mais le volontariat est un bon moyen quand même pour travailler. Demba a trouvé sa réponse. Ah pardon, les diasporas, je suis navré. Je suis parti que sur la moitié de votre question. Sujet très intéressant, très important, sur lequel on n'a pas d'infos, pas de données. Parce que je pense que ce sujet n'avait jamais été pris en compte dans le programme de recherche et d'études de France Volontaire et des associations de volontariat en général. Ce que je peux vous dire, c'est que la question que vous posez, je me la suis posée, et effectivement, nous lançons en ce moment une étude sur la place des diasporas dans le volontariat, avec le Forum, en co-construction avec le Forum, qui est une structure qui réunit les organisations issues des diasporas, pour traiter d'abord quelle est la réalité de la participation des diasporas dans le volontariat, quelles sont les spécificités de cette implication, quel est l'impact spécifique des diasporas dans la construction des projets et dans la mise en œuvre des projets. C'est sans doute différent d'avoir un lien via la famille ou aucun lien avec le territoire. Donc je peux vous dire que l'année prochaine, si le président et le secrétaire perpétuel nous y convient, on pourra vous présenter les résultats de cette étude qui permettra de démontrer un peu
Monsieur le ministre. Voilà, donc on vous dira en tout cas, il y a beaucoup, hein, on les voit, moi j'identifie toujours beaucoup, je prends toujours un peu de temps pour voir quelles sont les difficultés particulières ou les points particuliers des jeunes issus des diasporas dans ces mobilisations. Je suis sûr qu'à Madagascar, il y a beaucoup de franco-magassis qui sont mobilisés. Mais en tout cas, sur les éléments chiffrés, on vous reviendra bientôt, on n'a pas de données statistiques pour le moment. Ouais. En tout cas, je suis très conforté de rencontrer ici une compatriote à moi. Je vais essayer de répondre, je ne sais pas si je vais répondre de façon très objective, mais d'une particularité, je dirais. Alors, moi, la relation entre le Sénégal et la France, j'ai une vision très particulière que je pourrais partager avec certaines personnes. Oui, je le dis parce que déjà au Sénégal, avec des amis, je vais prendre un cas avec mes camarades de la même génération. Parfois, ils m'entendent écouter des musiques comme Benjamin Biolay. C'est très bizarre de voir un jeune Sénégalais qui écoute des Benjamin Biolay, qui écoute des Grands Corps Malades, qui écoute la bohème de Charles Aznavour. C'est très bizarre et pourquoi ça? Je m'explique. De l'autre côté aussi, je supporte l'équipe de France. Comme club, nous jeunes Sénégalais, nous sommes très ancrés dans ça. Chaque jeune, surtout les garçons, devrait avoir un club européen qu'il porte en lui. Et moi, c'est le Paris Saint-Germain. Tout ça s'explique. Je l'explique en disant que, écoutez, moi, chez moi, quand on a eu la télé et qu'on a eu une antenne qui nous a permis d'avoir des chaînes internationaux, ce sont des chaînes françaises qu'on a eu accès. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui a existé. Il y a eu un héritage entre la France et le Sénégal qui a fait qu'aujourd'hui, l'ouverture qu'on a eue vers le monde s'est passée par cette relation-là, cet héritage-là, par la France, par le français, la langue française, par les chaînes internationaux, les chaînes françaises, par la musique française, par le sport français, la Ligue 1. Donc c'est à travers tous ces outils-là qu'on a eu cette ouverture-là. Et moi, c'est tous ces outils-là que j'utilise pour m'ouvrir, pour m'ancrer et m'imprégner de ce monde-là. C'est pour ça que j'écoute tant de musique française, c'est pour ça que j'écoute et je supporte le PSG. C'est pour ça que je suis beaucoup d'émissions françaises, j'en connais beaucoup. Sur TF1, je continue de suivre des émissions, etc. Sur France Inter, sur RFI Afrique. Donc c'est un héritage qui existe. Et cet héritage-là, ce que je dirais moi, c'est qu'on devrait la pérenniser. On devrait vraiment nourrir cette pensée-là pour vraiment valoriser cet héritage que nous avons, qui est la relation entre la France et le Sénégal, qui date de très longtemps, mais qui est très important. Merci. Merci beaucoup. J'allais souligner quelque chose parce que je lis beaucoup et je lis des personnes comme Souleymane Bassir Diagne qui nous apprend à universaliser. Donc je l'ai acheté hier d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu. Merci. Il fait même la pub d'un éditeur. Non, pas d'un éditeur, Nous avons encore un peu de temps pour une question ou un commentaire. Général Lang. Oui, je voudrais comprendre France Volontaire en situant dans une perspective historique. Il ne s'agit pas d'être nostalgique d'un passé révolu, mais il y a eu pendant très longtemps des volontaires du service national, et ceci a disparu puisque le président Chirac a décidé de suspendre la conscription. Est-ce que France Volontaire se situe dans la même ligne? Qu'est-ce que France Volontaire apporte que n'apportaient pas les volontaires du service national? Inversement, qu'est-ce que le service national, les volontaires du service national apportaient que ne peut pas apporter France Volontaire? Bref, voulez-vous bien m'expliquer comment s'est fait ce passage de relais dans la continuité, dans la rupture? Comment vous voyez ça, s'il vous plaît? Merci mon général. Alors il y a des parallèles, il y a des divergences. Une des premières grandes différences entre les volontaires du service national et les volontaires de solidarité internationale par exemple, c'est le nombre. On disait que
À Abidjan seul, il y avait 3000 volontaires du service national. Dans la France entière, dans le monde entier actuellement, vous avez 1700 volontaires de solidarité internationale. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes dimensions, sur les mêmes périmètres. On est sur des actions qui sont beaucoup plus limitées et qui sont essentiellement en direction de la société civile. La plupart des volontaires de solidarité internationale sont dans des associations, des ONG. Il y avait bien sûr des volontaires du service national qui étaient aussi dans ce cadre-là, mais pas seulement, et beaucoup qui étaient dans l'enseignement, etc., d'autres actions. Je pense qu'il y a une partie des fonctions qui étaient occupées par les volontaires du service national qui pourraient maintenant être utilisées par les volontaires de solidarité internationale, ou les services civiques en partie. La grande différence, et je ne veux pas vous mentir, c'est les questions budgétaires. Puisqu'évidemment, le service national avait une enveloppe, et c'est pour ça que le président Chirac a pris cette décision, hein, il faut quand même regarder les choses en face. Là, le budget global pour le volontariat de solidarité internationale, c'est 28 millions d'euros pour l'ensemble du dispositif. Bon, je pense que vous avez en tête que les budgets qui étaient alloués au service national, y compris dans sa dimension internationale, n'étaient pas les mêmes. Donc je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qui avait été fait en partie, mais que pour arriver au même niveau, et en tout cas en termes de moyens, il faudrait débloquer des enveloppes qui ne sont pas là. En tout cas, on nous parle beaucoup des volontaires du progrès toujours, et des volontaires du service national aussi beaucoup, quand on rencontre les interlocuteurs en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique latine. Ça a laissé un très bon souvenir auprès des populations locales. Beaucoup nous disent d'ailleurs qu'il nous manque beaucoup dans ce lien avec les populations qui permettait d'entretenir et qui sont beaucoup plus maigres maintenant quand on parle de 1700 sur la dimension du monde en volontaires déployés. Voilà, rapidement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire de la part de ceux qui n'ont pas encore parlé? Il n'y en a pas. Ça veut dire que nous pouvons lever la séance en remerciant très, très chaleureusement nos visiteurs, nos 4 visiteurs, et en leur souhaitant le meilleur avenir, parce que c'est aussi le nôtre. Merci.